Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un homme au destin unique, Otto Skorzeny, lieutenant-colonel dans la SS. Il fut l'un des officiers favoris d'Adolf Hitler, qui lui confia des missions dangereuses et impensables, comme la libération de Mussolini, ou se rendre derrière les ligues américaines pour tenter d'assassiner Eisenhower. Après-guerre, celui qui fut qualifié par les Alliés d'homme le plus dangereux d'Europe aurait été embauché par le Mossad israélien pour aider à démanteler un réseau de scientifiques allemands chargés d'un programme de missiles balistiques pour l'Égypte. Vous voulez en savoir plus sur Otto Skorzeny? Venez avec moi. Boulevard Malesherbes, à Paris, à l'été 1962, dans un petit immeuble qui sert d'ambassade au jeune État d'Israël. Deux hommes présentent leur rapport à un troisième. Ce dernier s'appelle Yitzhak Shamir et sera un jour Premier ministre. Garde longtemps le silence, avant de lancer à ses interlocuteurs « Allez-y !» Ces mots suffisent. L'une des opérations les plus invraisemblables de l'après-guerre commence. Objectif, les ingénieurs militaires allemands installés en Égypte, et parmi eux des spécialistes de ce que l'on appelait sous le Troisième Reich les armes secrètes, les missiles balistiques. Les V1 et V2 en 1944 et en 1945 avaient fait plus de destruction à Londres que le Blitz de 1940. Si l'Égypte de Nasser met au point des missiles de puissance équivalente, elle peut raser Tel Aviv. Enrayer ce programme et pour cela éliminer les ingénieurs allemands constitue pour le gouvernement de l'État hébreu une priorité stratégique absolue. Otto Skorzeny, l'homme à la cicatrice sur la joue, très apprécié d'Hitler, aurait jusqu'à tuer d'anciens serviteurs du Troisième Reich pour le compte de l'État hébreu. Il aurait ainsi abattu de ses mains le 11 septembre 1962 près de Munich Heinz Krug, un spécialiste des missiles balistiques V2 lancés sur la Grande-Bretagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 60, Heinz Krug appartenait à une équipe comprenant des dizaines d'experts des fusées nazies embauchés par l'Égypte pour fabriquer des armes nouvelles pour le compte de ce pays. Sa disparition n'a pas été, loin s'en faut, la seule mission d'Otto Skorzeny pour le Mossad. En Égypte, il a établi une liste détaillée de scientifiques allemands avec leur adresse. Il a également fourni les noms des sociétés écrans européennes intervenant dans le cadre de projets militaires égyptiens, tout en participant à une campagne d'intimidation de ces scientifiques. Laquelle campagne fut couronnée d'un grand succès, puisque la plupart des Allemands incriminés finirent par quitter l'Égypte. Skorzeny a apparemment prouvé qu'il était totalement fiable et qu'il mérite son surnom d'homme le plus dangereux de toute l'Europe. Né en 1908 à Vienne, l'homme a rejoint le parti nazi en 1931. En 1939, il s'engage dans la division SS de la garde personnelle d'Hitler. L'homme avait donc tout pour être haï des Israéliens, d'autant que comme officier SS, il a participé aux campagnes militaires en Pologne et en Russie. Après la reddition de l'Allemagne, il est acquitté de crimes de guerre par les Alliés, car aucune preuve ne vienne l'incriminer. Il trouve refuge en Espagne dirigé par le général Francisco Franco, puis sert de conseiller au président argentin Juan Perón, pays où avait trouvé également refuge Adolf Eichmann avant son enlèvement en 1960. C'est pourtant Otto Skorzeny qui est recruté par le Mossad. Cet ancien nazi, que son officier traitant, lui aussi né en Autriche, avait fait venir secrètement en Israël. Il est présenté au patron du service israélien d'espionnage. On va même jusqu'à lui faire visiter le mémorial qui commémore la mémoire de l'Holocauste. Là, l'ancien officier nazi s'est cantonné dans le silence et semblait respectueux. Mais au cours de la visite, un survivant de la guerre se dirige soudain vers lui, en l'appelant par son nom et en le traitant de criminel de guerre. Skorzeny, excellent acteur, comme tout bon espion doit savoir l'être, sourit à l'homme et lui dit doucement « Non, vous vous trompez, il est de ma famille, et c'est même lui, un survivant de l'Holocauste. » L'illustration d'une sorte de danse avec le diable, pour reprendre une expression d'un journal israélien. Skorzeny et Ranan, chacun accompagné d'une femme, s'étaient rencontrés dans un bar luxueux de Madrid. À la suite d'une série de péripéties, l'ancien SS avait sorti son revolver dans une ambiance lourde et tendue. Mais Ranan explique sa venue qui n'était pas pour l'enlever ou l'assassiner. Skorzeny n'exprime alors qu'une exigence et une seule, être rayé de la liste des criminels nazis les plus recherchés, établie par Simon Wiesenthal.
Il insiste sur le fait qu'il n'aurait pas commis de crime de guerre et précisé « L'argent ne m'intéresse pas, j'en ai assez ». Par la suite, le Mossad a effectivement tenté de convaincre le chasseur de nazis d'enlever le nom de l'ancienne SS de la fameuse liste, mais en vain. Le service secret finit par fabriquer une fausse lettre confirmant que le nom a bien été rayé. Cette affaire est sans doute un indice permettant de comprendre les motivations de l'ex-officier SS, qui ne parle évidemment pas dans son autobiographie de sa surprenante collaboration avec l'État hébreu, ne révèle pas une seule fois le mot Israël, ni même le mot juif. De fait, en travaillant avec le Mossad, Skorzeny cherche sans doute une assurance vie, moyen de ne pas être abattu par les Israéliens qui, à l'époque du procès Eichmann, n'hésitaient pas à tuer les anciens criminels nazis. Mais le côté aventurier de ce baroudeur a pu aussi l'inciter à rejoindre les rangs du Mossad. Un aventurier qui en 1943 avait libéré Benito Mussolini, assigné à résidence dans un nid d'aigle du massif des Abruzzes, à la tête d'un commando arrivé sur place en pleine heure. L'année suivante, il avait dirigé pendant l'offensive allemande des Ardennes, fin 44, début 1945, l'opération Grief, dont l'objectif était d'infiltrer de faux djihadistes américains à l'arrière des troupes alliées pour y semer la pagaille et tenter d'assassiner le général en chef de la coalition alliée, Dwight Eisenhower. L'idée de collaborer avec des espions, même s'ils étaient juifs, a dû agir comme un aimant pour Otto Skorzeny, qui avait reçu des mains d'Hitler la croix de fer, la plus haute distinction allemande. Les services secrets israéliens ont tenté d'infiltrer le milieu allemand du Caire. Il ne manque pas d'agents nés et éduqués dans le pays germanique et capables de se faire passer pour d'authentiques Allemands. Mais les experts en armes spéciales sont méfiants. Une partie de leurs collègues ont été capturés en 1945 par l'armée rouge. On n'a jamais plus entendu parler d'eux. Mais on se doute qu'ils ont dû collaborer au programme équivalent de l'Union soviétique quelque part en Sibérie. D'autres, notamment le plus célèbre, Werner von Braun, travaillent pour les Américains, tandis qu'Eugène Sanger et Wolfgang Pils ont été recrutés par les Français pour leur propre programme balistique. Les experts qui ont pu gagner l'Égypte rêvent de préserver l'indépendance de la recherche militaire allemande et une éventuelle résurrection du Troisième Reich. Ils ont réduit au maximum leurs contacts avec le monde extérieur, y compris avec les vétérans de la Wehrmacht. Ils ne font confiance qu'au réseau d'anciens SS, qu'aucun agent israélien n'a pu pénétrer. En 1960, Sanger a accepté de travailler pour Nasser, cet ingénieur d'origine autrichienne, qu'une âpre rivalité a toujours opposé à von Braun et tenu pour un génie en balistique et en aéronautique. En 1936, il a imaginé l'oiseau d'argent, un appareil qui combinerait les caractéristiques d'un avion et d'un missile, et qui pourrait donc naviguer dans la stratosphère. Brièvement employé par les Français après la guerre, Sanger a ensuite travaillé pour la recherche balistique ouest-allemande. Officiellement, sa mission en Égypte se borne à la mise sur pied d'une industrie aéronautique locale. Mais il est accompagné par Plitz, qui, lui, a travaillé avec les Français sur des projets de missiles jusqu'en 1958. Pour les Israéliens, Nasser peut se doter à brève échéance d'engins opérationnels. Le tandem Sanger-Plitz aide l'Égypte à mettre au point et à tester en 1962 les missiles conquérants et vainqueurs, susceptibles d'atteindre Beyrouth, c'est-à-dire tout Israël. Des engins qui peuvent être dotés d'explosifs puissants, voire des charges chimiques ou bactériologiques. Ce qui vient de se décider, boulevard Malesherbes, c'est le recrutement d'un joker, un agent hors classe absolument indétectable. Et pour cause, il s'agit du plus célèbre des agents SS du Troisième Reich, le lieutenant-colonel SS Otto Skorzeny. Il a d'abord fait partie de la garde personnelle d'Hitler, avant de multiplier les faits d'armes tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. Le plus éclatant, la libération le 12 septembre 1944 de Benito Mussolini, emprisonné au Gran Sasso, en haute montagne depuis la chute du régime fasciste italien, quelques semaines plus tôt. Mais Skorzeny a mené bien d'autres raids en Hongrie, où il a enlevé le fils du régent Horthy, afin de faire pression sur ce dernier. En Yougoslavie, il a failli assassiner Tito dans les Ardennes, où il infiltre les lignes américaines. Et en juillet 1944, il a été l'un des premiers à écraser la tentative de putsch contre Hitler à Berlin.
Qui plus est, Scorseni, d'une cour martiale américaine, a déclaré non coupable de crimes de guerre en septembre 1947, proteste publiquement de sa fidélité aux idéaux hitlériens. Il semble être l'un des chefs les plus actifs de réseaux néo-nazis, tels que Die Spinne, l'araignée, qui aide d'anciens SS à gagner l'Espagne ou l'Amérique du Sud, ou encore le réseau Palatin, qui enrôle et place des mercenaires. Il recrute même au début des années 50 des officiers allemands pour encadrer l'armée égyptienne. En tout cas, en 1962, Scorseni envoie un colis piégé à Plitz en guise d'avertissement, assassine un assistant de Plitz, l'ingénieur Heinz Krug, puis il envoie d'autres colis piégés qui tuent 5 ouvriers à l'usine 333 où ont lieu les recherches balistiques. Des opérations parallèles auraient permis d'intimider les familles des experts allemands. Peu à peu, ces derniers quittent l'Égypte. En 1965, Nasser met fin au programme Sanger-Plitz. C'est aux soviétiques qu'il demande assistance. Scorseni n'a jamais expliqué les raisons précises pour lesquelles il avait aidé Israël. On suppose que ses motifs pour travailler avec le Mossad peuvent avoir été son goût pour l'aventure et le risque, ainsi que pour s'assurer que lui-même ne serait jamais assassiné par le Mossad. En 1970, il crée avec Gerhard Hartmut von Schumberg une organisation de lutte anticommuniste basée en Espagne qui organise des attentats et recrute des mercenaires, le Paladin Group. Il s'adonne aussi au trafic d'armes par l'intermédiaire de sa société Atlantico, dont le siège social est situé à Madrid. Cette année-là, les médecins découvrent 2 tumeurs cancéreuses sur sa colonne vertébrale. Opéré à Hambourg, il reste paralysé des membres inférieurs durant 6 mois, mais parvient à remarcher après une rééducation. Le 6 juillet 1975, il meurt d'un cancer à Madrid. Les funérailles de Scorseni se sont déroulées en 2 temps. Office catholique à Madrid et crémation à Vienne. Rituel latin et chant nazi. Son correspondant du Mossad, Yo Ranan, aurait assisté incognito aux 2 cérémonies. Comme on l'a vu, Otto Scorseni est un officier allemand et commando SS particulièrement connu pour ses missions audacieuses réalisées lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour l'Allemagne nazie, souvent sur ordre direct d'Adolf Hitler. Mais après-guerre, il travaille pour Israël. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.